Monsieur le Président, distingués assesseurs, pour la défense de M. Mamadou Aliou Keita, qui est poursuivi pour viol, et viol commis sur une personne identifiée et identifiable, une personne qui l'accuse. Alors, Monsieur le Président, cette personne a comparu à cette barre et vous avez dû comprendre avec nous qu'il s'agit d'une personne que mon client a connue bien avant les événements du 28 septembre. Une personne qui connaissait également mon client avant les événements du 28 septembre. Alors, si il est poursuivi et renvoyé devant votre juridiction pour viol dans ce cas, ne s'agit-il pas d'une infraction ordinaire? Il s'agit d'une infraction ordinaire. Et mieux, lorsque vous lisez les réquisitions du ministère public, nulle part vous ne verrez un argument juridique concernant M. Aliou Keita. Il n'y en a pas. On vous demande tout simplement de requalifier parce que le ministère public, à travers des dépositions et déclarations faites ici, estime que les faits sont suffisamment graves pour être constitutifs de crimes contre l'humanité. Bon sang de Dieu. Bon sang de Dieu. Monsieur le Président, d'abord, ces réquisitions constituent, Monsieur le Président, pour moi, une violation grave du principe de la présomption d'innocence à l'endroit de ces accusés dans le box. C'est une violation du principe sacré de présomption d'innocence. Mais également, Monsieur le Président, c'est une violation du serment de la magistrature debout. Car le ministère public a l'obligation, Monsieur le Président, de poursuivre à charge et à décharge, de requérir devant vous à charge et à décharge. Alors, depuis plus d'une année, 1 an, 7 mois bientôt, que nous sommes ici dans cette salle, les personnes ont défilé ici avec des certificats, certes pour certains, d'autres n'en ont même pas. D'autres n'étaient même pas au stade. On les a appelés au téléphone pour leur donner des informations, notamment les témoins du ministère public. Un des témoins d'ailleurs qu'il cite dans ses réquisitions, qui n'était même pas en Guinée au moment des faits. Monsieur le Président, alors, pendant que vous n'avez même pas examiné toutes ces dépositions, vous n'avez même pas examiné les pièces à votre disposition, on vous parle de requalifier les faits. Nous, de la partie de la défense, les avocats de la défense, nous sommes suffisamment convaincus aujourd'hui que le ministère public n'a rien contre nos clients. Puisque si le ministère public avait quelque chose contre nos clients, il n'allait jamais vous demander, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de procéder à la requalification des faits dans cette affaire. Monsieur le Président, honorables assesseurs, vous êtes saisis d'une ordonnance. Je vous invite à la lecture de l'intitulé de cette ordonnance. L'ordonnance qui est intitulée « Réqualification », Monsieur le Président, non-lieu partiel et renvoi, cela suffit largement pour vous édifier. Vous n'avez même pas besoin, comme vous l'aviez fait, Monsieur le Président, l'année dernière,
lorsqu'une des parties civiles avait présenté les mêmes moyens, la même demande de requalification, vous l'avez rejeté. Vous avez estimé en ce moment, Monsieur le Président, que ce n'était pas opportun. Je pense que vous auriez dû faire la même chose le 1er mars 2024, lorsque le ministère public vous a saisi de ces réquisitions sans objet, sans fondement aucun. Monsieur le Président, lorsque vous parcourez ces réquisitions, il n'y a que des transcriptions. Des transcriptions, des transcriptions. Et mieux, le ministère public vise un document, le rapport de la Commission nationale d'enquête. Monsieur le Président, il y a quel fait nouveau dans ce rapport qui nécessiterait une requalification? Il n'y en a pas. C'est le même rapport qui a été examiné par le pool de juges d'instruction et qui a abouti à la requalification, au non-lieu partiel et au renvoi devant votre juridiction. Qu'on arrête d'amuser la galerie. On a perdu 2 semaines parce que le ministère public estime que toutes ces demandes sont déjà recevables devant votre juridiction. Monsieur le Président, nous de la Défense, nous sommes quand même frustrés parce que la plupart de nos demandes ont été rejetées. Mais le ministère public a toujours obtenu gain de cause. Et c'est cette atmosphère, Monsieur le Président, ce climat-là, qui a amené ce ministère public à vous saisir de ces réquisitions. Parce qu'il estime qu'en le faisant, vous allez suivre et que vous allez tomber dans ce piège. Monsieur le Président, n'acceptez pas de tomber dans ce piège. Les principes basiques ont été développés hier. La non-rétroactivité d'une loi pénale sévère. Ce n'est pas possible. Une loi pénale, lorsqu'elle est sévère, ne rétroagit jamais. Et cela, c'est dans l'intérêt du droit de la défense. Ce droit sacré que le ministère public lui-même doit sauvegarder pour un état de droit dans notre pays. Je suis abasourdi. Je suis écœuré en lisant ces réquisitions. Parce qu'en les lisant, Monsieur le Président, vous avez du mal à comprendre ce que le ministère public recherche réellement. Pour moi, dans ma compréhension, après lecture, je suis certain, sûr et certain, Monsieur le Président, j'allais dire, que le ministère public a une visée subjective, je dis bien, qu'il ne vous dévoile pas. Ces réquisitions n'en sont pas des réquisitions. Il faudrait qu'on essaye, Monsieur le Président, comme vous l'avez toujours fait, et c'est ce que vous avez tenté dès le début de ce procès, d'imprimer le caractère sérieux, le caractère important à cette affaire. Monsieur le Président, notre client, Monsieur Mamadou Keita, qui est renvoyé devant votre juridiction pour viol, dont la victime, prétendue victime, j'allais dire, a comparu par devant votre juridiction avec un certificat médical établi plusieurs mois après les faits. Un certificat médical qui a établi plusieurs mois après le 28 septembre 2009. Cela a été démonté ici. On l'a démonté, ce certificat médical. Est-ce que, Monsieur le Président, en âme et conscience, pour un tel fait, on peut requérir la requalification en crime contre l'humanité?
crime contre l'humanité. C'est une infraction suffisamment grave. Et c'est scandaleux de la part du ministère public de demander cela. Pourquoi, Monsieur le Président, cette transcription faite dans les réquisitions du ministère public ne sont pas accompagnées de preuves? Puisque pour nous, ce qui a été transcrit est diamétralement opposé à ce que nous avons suivi dans cette salle comme déposition de nos différents clients. Cette transcription relève, Monsieur le Président, d'une manipulation pure et simple. C'est de bonne guerre. Puisque lorsqu'on a décidé de poursuivre qu'à charge, tout au long d'une procédure, on sera aveuglé par les réalités. Et on ne verra que la possibilité d'enfoncer ces personnes qui sont injustement détenues. Monsieur le Président, Monsieur Mamadou Keita est en détention depuis le 30 avril 2010. Depuis le 30 avril 2010, Monsieur le Président, il est en détention pour un cas de viol. Lors de sa comparution, Monsieur le Président, il vous a clairement signifié ici qu'il était membre d'une équipe de patrouille et a même cité les responsables de cette équipe. Nous avons tenté ici, en vain, de faire comparaître comme témoin un des responsables. Nous avons tenté en vain. Monsieur le Président, si le ministère public, par extraordinaire, après cela, vous demande la réqualification, moi je pense que c'est une occasion qu'ils ont eue. En tout cas, à l'égard de M. Mamadou Keita, nous estimons, Monsieur le Président, que cette réqualification sollicitée par le ministère public est un non-événement. Ce n'est qu'une boutade. C'est une manière d'amuser la galerie, une manière de gagner du temps pour préparer peut-être une autre surprise. Sûrement, qu'est-ce que ne nous dit pas que le ministère public est en train d'œuvrer afin qu'il y ait d'autres personnes dans cette procédure? Monsieur le Président, nous n'avons pas la certitude, mais nous estimons que c'est cela. Sinon, en lisant ces réquisitions et toutes ces personnes qui représentent le ministère public, j'en doute fort que c'est ce travail-là qui a pu être abattu. Monsieur le Président, très respectueusement donc, je ne vais pas être long, comme je l'avais promis. Nous vous prions de rejeter purement et simplement cette demande de réqualification sollicitée par le ministère public. Alors, si, par extraordinaire, votre juridiction passait outre cette sollicitation de rejet, comprenez tout simplement que cela consisterait à condamner ces accusés dans le box avant
la fin de ce procès. Décoiffez-vous, monsieur. Si vous accédez à ces réquisitions du ministère public, notamment de requalification des faits, en crime contre l'humanité, Monsieur le Président, je disais que cela consisterait à condamner ces accusés avant la fin de ce procès. Parmi ces accusés, Monsieur le Président, notamment notre client qui a déjà passé 14 ans en détention, qui, Monsieur le Président, pour un cas de viol, dit-on, aurait pu, à l'issue des débats ici, des réquisitions du ministère public, mais aussi de nos plaidoiries, aurait sûrement pu s'en tirer et recouvrer sa liberté. Mais cette demande vient tout simplement pour, si vous voulez, allonger leur souffrance. Augmenter le désarroi de leur famille. Augmenter, Monsieur le Président, toutes les souffrances endurées par leurs proches. Mais je reste convaincu qu'après toutes ces interventions depuis hier, votre juridiction a suffisamment compris de quoi il s'agit. Et que vous n'avez aucune possibilité, Monsieur le Président, en tout cas conformément à la loi, de procéder à la requalification dans cette affaire. Si vous le faites, cela sera un mauvais précédent. Je répète encore, un mauvais précédent pour la justice guinéenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, je n'ai pas l'intention de revenir sur tout ce qui a été dit. C'est juste pour rappeler et insister que pour l'internalisation des textes de loi, des conventions, il y a que nous retenons la source principale de la loi, c'est à partir de l'Assemblée nationale. La source principale, donc, c'est le code, c'est le législateur national qui a prévu et puni les faits que l'on pourrait qualifier d'assassinat, de vol à main armée, de torture, que sais-je encore. Honorable assesseur, Monsieur le Président, nous parlons de l'infraction. Du moins, la commission de l'infraction. Une infraction, de façon très banale, suppose soit l'inaction qui est approuvée, ou une action qui est aussi approuvée. Nous avons entendu « 14 ans » Marcel Guilavogui, Mamadou Aliou Keita, Paul Moussa Guilavogui et bien d'autres. Nous avons entendu accepter de subir le procès. Mais il y a que
il faudra rappeler aux uns et aux autres que l'équilibre des droits est de mise. Il ne faut pas toujours voir les accusés d'un mauvais œil. Ils ont le droit à respecter et à faire respecter. Le temps qu'ils ont fait en détention, selon le législateur, doit être aussi, on doit tenir compte de ce temps. Le temps de leur jugement, on a aussi tenu compte de ce temps de jugement. C'est pourquoi je rappelle le délai raisonnable. Le délai raisonnable. Monsieur le Président, dans ce dossier, on ne parle pas d'injure. On ne parle pas de diffamation. On parle des faits tels que torture, meurtre, assassinat. Des faits qui doivent être prouvés, des faits dont la matérialité doit être évidente. Le parquet l'a rappelé au point 6, s'agissant des réquisitions aux fins de requalification. Alinéa 2. Attendu qu'en procédure pénale, pour requalifier un fait, sous sa plus haute acception pénale, la juridiction de jugement doit nécessairement prendre en considération des circonstances de fait. Quels sont alors les faits à punir? Quels sont les faits à punir? Monsieur le Président, honorable assesseur, des accusés ici présents ne sont pas des accusés ordinaires. Ce sont des militaires qui auraient agi à travers leurs armes. Mais est-ce difficile, voire impossible, d'identifier à travers les traces, à travers des indices ou des faisceaux d'indices, d'identifier et d'arriver à l'auteur des faits? À l'auteur des faits ou aux auteurs des faits. Une infraction, il y a des actes préparatoires, il y a le commencement d'exécution, il y a la commission effective. Honorable assesseur, je ne prends pas trop de temps pour retenir longtemps votre tribunal, car une vérité est une vérité. Mon temps de plaider arrive. Je voudrais juste me prononcer sur ce que nous avons affaire à une procédure où, Monsieur le Président, depuis l'enquête préliminaire, il faudra faire observer les dispositions de l'article 258 du Code de procédure pénale. Lorsque l'OPJ, le juge d'instruction, tout acteur de justice est appelé à se prononcer sur un fait tel que la blessure, le crime de sang, il y a qu'il faille faire appel aux techniciens, faire appel aux experts, dont les conclusions, dont les rapports sont, Monsieur le Président, tenus pour juste votre appréciation, soumis à votre appréciation. Ces rapports ne sont pas des vérités en soi. Il peut y avoir des erreurs.
ces rapports, ces PV ne valent qu'à titre de simple renseignement. Le jugement, c'est ici. À l'audience publique. On voudrait qu'on change, qu'on aille du plus grand, du plus petit plus haut. Alors qu'en bas, on ne parvient pas à soutenir ces arguments. On ne parvient pas à convaincre le tribunal qu'il y a un fait punissable. L'armée. Combien de militaires dans ce box? Aucune arme. Aucune munition. Aucune arme, Monsieur le Président. On veut amuser qui? On veut amuser qui? Le parquet s'est ravisé. Il a bien compris. Le trio, j'ai pratiqué ce trio. Ils ne sont pas faciles. Mais les voir dans cette posture, il faut comprendre par là que le parquet est passé à côté. Pas de scellé, pas d'armes, Monsieur le Président, pas de procès verbal digne de ce nom, dressé par un homme de l'art, tel que le prévoit l'article 258. Monsieur le Président, l'alinéa 2 du Code de procédure pénale, 497, vous empêche de retenir un seul mot, une seule demande du parquet dans ce sens. Parce que ça devrait être discuté ici. Faute de quoi, leurs demandes, leurs réquisitions doivent être rejetées purement et simplement. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Je vous avoue que c'est avec un sentiment mitigé que je prends la parole ce matin pour répondre aux réquisitions tendant à la requalification des faits poursuivis devant le tribunal criminel de Dixine. Monsieur le Président, le ministère public n'a pas su faire ressortir dans ces réquisitions ce qui pouvait être attendu. Le ministère public requiert la requalification en se fondant sur les dispositions des articles 405, 406 Code de procédure pénale, 194 et suivant du Code pénal, traitant les infractions qualifiées comme relevant de la compétence de la CPI, puisque prévu par le statut de Rome. Mais Monsieur le Président, à travers les réquisitions dans ce dossier, une image risque d'être donnée à notre système judiciaire. Cette image, nous tous, acteurs
de la chaîne judiciaire doit contribuer à sa qualification. L'on peut se tromper, mais vous allez relever que le ministère public n'a pas été à mesure de vous indiquer la moindre disposition légale dans le code de procédure pénale pouvant lui permettre de requérir la requalification des faits contenus dans l'acte de saisine de votre juridiction. Mais Monsieur le Président, dans ces réquisitions, le ministère public souhaiterait voir votre tribunal requalifier les faits poursuivis devant le tribunal criminel en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, peut-être que ça a échappé à l'attention du ministère public, mais il est censé savoir qu'avec notre nouveau code de procédure pénale et notre nouveau code pénal, les infractions érigées ou classées comme infractions relevant de crimes contre l'humanité sont des infractions graves dont la poursuite, l'instruction et le jugement échappent à la compétence des tribunaux ordinaires. L'article 724, 725, 726 du Code de procédure pénale sont très clairs. Si vous demandez la requalification, alors que vous n'êtes même pas compétent pour engager des poursuites, on demande à un tribunal de requalifier en des faits dont le tribunal d'ailleurs ne serait pas compétent pour connaître. Je me demande, qu'est-ce qu'on ferait alors du caractère lié et obligatoire de votre acte de saisine? Nous connaissons les modalités par lesquelles une juridiction criminelle est saisie. Vous avez un arrêt de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction. Cet arrêt vous lie, Monsieur le Président, distingué assesseur. Mais qu'est-ce qu'on ferait de cela? Vous allez relever que les articles, désormais avec l'entrée en vigueur de notre code de procédure pénale, que ces faits-là, désormais, ne peuvent être poursuivis et que leur instruction ou leur jugement relève exclusivement de la compétence du tribunal de première instance de Conakry. Ce n'est pas cette juridiction, en tout cas, qui maintient nos clients contre leur gré
pour certains cas, puisque de l'autre côté, le ministère public a toujours cherché à faire dire et à faire admettre qu'il s'agissait d'une constitution de prisonniers. Et pour d'autres cas, des détentions préventives exagérées, dépassant largement tout délai légal et raisonnable. Mais Monsieur le Président, avec ces réquisitions, peut-être que le ministère public a été un peu surpris par les écritures des partis civils, des activistes des droits de l'homme, mais parfois qui ne prennent pas en compte les exigences en matière pénale. Monsieur le Président, les conventions et traités, leur valeur, leur application, leur mise en œuvre varie selon leur nature. Il faut le savoir. La matière pénale, elle n'est pas la matière civile, elle n'est pas la matière commerciale. La matière pénale est d'ordre national. Il faut le savoir. Et tous les États du monde, comme d'ailleurs rappelé par le statut de Rome, non seulement dans le préambule, mais également dans l'article 1er du statut de Rome, il est expressément indiqué que la Cour pénale internationale, en tant que juridiction permanente, compétente pour connaître les infractions, les 6 infractions indiquées, est une juridiction complémentaire. Mais c'est quoi? Quand on parle de complémentarité, on complète quelque chose. Mais ça, c'est le français facile, ça. Avant d'aller dans l'esprit, mais qu'est-ce que la lettre dit? On vous dit que la CPI complète. Mais vous pouvez compléter dès lors que vous n'avez même plus de place. Tous les actes de poursuite, les actes d'instruction et jusqu'à ces fameuses réquisitions, les actes de jugement ont été brillamment menés d'une part, même si nous, avocats de la défense, déplorons parfois les moyens et les manières, ainsi que des violations au détriment de nos clients ayant caractérisé ces faits. Monsieur le Président, jusqu'en 2010, après la ratification du statut de Rome par la République de Guinée, jusqu'en 2010, la République de Guinée n'avait même pas encore signé une quelconque convention de complémentarité ou de coopération. Statut de Rome, c'est beau, mais si c'est du droit pur. Ce même statut, en son article 80, vous pouvez lire concernant l'application des peines, règle la question. Mais on nous a fait perdre du temps ici, Monsieur le Président.
Lorsque, malheureusement, le jour, ces réquisitions ont été communiquées, j'étais ailleurs. Quand j'ai vu 32, 34 pages, j'ai dit, ah non, c'est bon. Mais malheureusement, lorsque je l'ai lu, j'ai dit, est-ce qu'on a même besoin d'écrire? Est-ce qu'on, en tout cas pour ceux qui, au moins, sont habitués à des procédures pareilles? Non. Si vous prenez l'article 80, Monsieur le Président, du statut de Rome, concernant l'application des peines, si le parquet avait fait un peu lecture de ces dispositions, il n'allait pas requérir la requalification de ces faits-là, des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Mais d'une part, ça se comprend. Le parquet peut-être se dit que les parties, les accusés, avec ce rythme-là, on s'achemine vers leur acquittement pur et simple. Monsieur le Président, l'article 80 du statut de Rome dispose le statut, l'application des peines par les États et le droit national. Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des États qui ne prévoit pas les peines prévues par le présent chapitre. Mais qu'est-ce que le ministère public cherche à nous faire traîner lorsque des poursuites irrégulières, lorsque des actes d'instruction et lorsque le jugement des faits pour lesquels ces poursuites ont été engagées sont en train d'être menées? Monsieur le Président, il y a dans le cas de l'espèce, il n'y a aucune circonstance, aucun moyen, aucun motif susceptible de faire espérer le ministère public dans ses réquisitions de requalification des faits. Cet aveu d'impuissance du parquet s'est même retrouvé même dans ses propres écritures, où, je ne sais pas à la combienième page après les dispositions légales, où le ministère public parle. Monsieur le Président, à la 32e page, dernier paragraphe, qu'aussi elle doit envisager les faits dont elle a été saisie sous toutes les formes de qualification possibles et n'a nullement l'obligation de demander au prévenu
Monsieur le Président, quel est l'acte de votre saisine? C'est connu. Reportons-nous aux faits tels qu'exposés par cette ordonnance, confirmée par la Cour d'appel, contre lequel arrêt le pourvoi a été rejeté. Qu'est-ce que cette ordonnance retient comme fait? Ce sont des faits d'assassinat, des faits de meurtre. Cette ordonnance nullement n'a parlé des faits de crimes contre l'humanité. Monsieur le Président, peut-être que le ministère public entretient des difficultés à faire le distinguo entre les faits et la qualification. Puisque parfois, dans la pratique, malheureusement, dans la plupart des procédures, Monsieur le Président, distingué assesseur, nous les professionnels, malheureusement, nous assistons plusieurs fois à cette confusion où le ministère public n'est pas en mesure de faire la différence entre les faits et les qualifications. On vous dit, vous êtes poursuivi pour abus de confiance. Est-ce qu'abus de confiance est un fait? Mais il faut qu'on fasse la différence entre le travail intellectuel juridique susceptible d'être effectué et qui correspond à des comportements qui en réalité constituent des faits. On ne vous dira jamais pour avoir détourné, on vous dit vous êtes poursuivi pour abus de confiance. Mais c'est grave. L'abus de confiance, ce n'est pas un fait. C'est une qualification. Mais c'est pourquoi, Monsieur le Président, chaque fois, dans ce dossier, nous vous demandons la défense de vous départir de certaines considérations, de certaines pratiques. Le droit évolue. Ce procès-là doit servir, en tout cas de jurisprudence, et inspirer les futurs magistrats qui sont aujourd'hui des auditeurs de justice, des étudiants de droit. Ce procès-là est suivi. Ce procès-là, Monsieur le Président, pour la première fois en République de Guinée, des années plus tard, vous trouverez quelqu'un qui serait à mesure de vous faire revivre tout ce qui s'est passé dans ce dossier. C'est extrêmement important. Nous devons avoir à l'esprit, en tout lieu, en toutes circonstances, Monsieur le Président, moi je n'interviendrai plus sur les techniques d'acrobates du parquet qui consistaient à considérer les articles, les dispositions des articles 208, 295 du nouveau code comme étant des dispositions plus douces. Mais Monsieur le Président, lorsque vous prenez la douceur ou la sévérité d'une peine, ne s'analyse pas seulement sous l'angle de la peine principale. Il y a des catégories de peines. Lorsque c'est la même
peine principale, une peine complémentaire, lorsqu'elle est plus sévère qu'une autre peine, la disposition ayant prévu la peine complémentaire sévère est considérée comme la disposition la plus sévère. Mais les représentants du ministère public sont des grands techniciens de la procédure, mais parfois les faits sont têtus. C'est vrai, vous êtes en difficulté, mais il n'y a pas d'échappatoire. Vous ne pouvez pas être sauvé. C'est impossible juridiquement. Et lorsque vous prenez les dispositions, les comportements aujourd'hui qualifiés de crimes contre l'humanité, quand vous prenez les dispositions, les peines, Monsieur le Président, il ne faudrait pas oublier cet aspect est essentiel. C'est la clé de voûte dans cette affaire. Elle a été développée par Maître Lansina Sylla. La durée de la période de sûreté, 30 ans, Monsieur le Président. Mais c'est prévu par les articles 114 et suivants. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Mais il ne faut pas voir seulement un alinéa ou une peine principale. Poursuivez un peu l'analyse jusqu'aux peines accessoires. Ça vous permettra, Monsieur le Président, de savoir entre les deux dispositions quelles sont les dispositions les plus sévères. Mais si on prend seulement la période de 30 ans, alors que l'autre là, qui était puni par la peine de mort. Mais, Monsieur le Président, la peine de mort, il y a ce qu'on appelle, ces dispositions-là étaient tombées en désuétude, vous le savez. Ce n'est pas le premier procès criminel, là. Nous avons suivi à bas âge. La toute dernière peine de mort. Après cette audience, on en parlera. C'est la toute dernière décision prononcée en République de Guinée. Mais depuis lors, c'est vrai, c'est ça aussi le droit. Puisque, Monsieur le Président, vous savez mieux que moi que la peine a des buts. Monsieur le Président, le principe de la légalité a été éloquemment développé. C'est d'ailleurs l'une des conditions de recevabilité, même devant la CPI. Hein. C'est prévu par le statut de Rome. C'est évident. Pour les faits là, les personnes aujourd'hui poursuivies dans cette affaire, tant que ce procès-là est en cours, même le procureur de la CPI ne peut plus poser d'acte de poursuite à leur égard. C'est une condition. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela, Monsieur le Président? Distinguez à ce sort. Le ministère public va vous demander de requalifier pour des faits, pour des infractions
qui n'avaient pas été définis, punis. On vous demande de... Vous n'êtes pas législateur. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vais vous épargner des développements largement effectués par mes précédents confrères de la défense, et le tout dans le sens de la qualification des décisions à intervenir dans ce procès. Ça y va et ça ira toujours dans l'intérêt du droit. On peut se tromper. Parfois, il y a des demandes qui sont présentées, même fort intérieurement, le parquet se dit que c'est des demandes déjà rejetées. Monsieur le Président, si vous prenez, pour terminer, l'article 441 du Code de procédure pénale, nous sommes en matière criminelle. Nous sommes en matière criminelle. C'est là pour trouver le siège. Mais après examen par vous de tous les éléments du dossier, est-ce qu'on est à cette phase? Est-ce que les débats sont clos? Contrairement à la procédure correctionnelle, en matière criminelle, les débats doivent être déclarés clos. Monsieur le Président, le législateur, ce n'est pas pour de rien, a prévu à employer des termes. Si le tribunal estime que les faits poursuivis constituent un crime, il ne dit pas constitue le crime, parce que s'il le dit constitue le crime, ça fait référence à l'acte de saisine, aux qualifications sous lesquelles votre juridiction est saisie. Mais constitue un crime, c'est une autre phase. À ce stade de la procédure, Monsieur le Président, nous vous prions respectueusement de bien vouloir ordonner la continuation des débats pour que moi, mon pauvre client victime, Brahima Kamaradi Kalonzo, pour que on puisse au moins lui présenter les pièces à conviction qui seraient retenues contre lui. Le code de procédure pénale est organisé. La phase, nous sommes à une phase où nous devons avoir les pièces, les éléments, et s'il n'existe pas, s'il n'est pas versé au-dessus de la procédure des pièces à conviction, que cela soit dit de façon péremptoire et que acte nous en soit donné, Monsieur le Président, pour nous permettre de continuer. Dans l'examen de la cause, vous verrez l'opportunité, mais ce qui est sûr, on ne peut pas dire qu'on est d'abord incompétent à poursuivre, alors qu'on avait mené tous les actes de poursuite, on continue de poursuivre et dire encore que le parquet a d'autres desseins. Nous vous voyons venir, mais depuis... Mais je le réitère, nous vous attendons de pied ferme. Ce n'est pas ce que vous voulez, là, cette requalification. Ce temps perdu-là, nous savons comment le rattraper. Nous allons le faire rattraper. C'est évident. Ce que vous cachez, ce serait sûr. Ça va être dit, puisque il faut que ça soit dit. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous avez la lourde charge, avec vos assesseurs, sur le fondement des dispositions de l'article 408, de faire état de tous les éléments, tous les points de droit développés par voie de conclusion.
Moi, je suis très à l'aise dans les procédures comme ça. Mais je veux que le niveau du débat soit un peu élevé. Nous ne sommes pas devant une juridiction internationale. Mais Djokamel a rappelé, elles sont les seules compétentes et habilitées à faire application du statut de Rome. Mais, Monsieur le Président, ce débat ne devrait pas avoir lieu. C'est pourquoi il y a lieu d'ordonner la continuation en temps opportun dans votre décision. Après examen de tout, vous apprécierez. Mais ce qui est sûr et impossible juridiquement pour un juge, pour une juridiction, c'est de s'auto-saisir. Lorsque vous n'êtes pas saisi des faits, vous ne pouvez pas vous auto-saisir de cela. Pour le moment, l'acte de saisine de votre juridiction ne fait nullement cas aux faits susceptibles d'être qualifiés de crimes contre l'humanité. L'ordonnance, je ne veux pas vous faire lire les faits tels que rappelés, mais il suffit simplement de voir combien de fois ça a été développé, Monsieur le Président. Sur le reste des éléments, je fais mienne les moyens antérieurement développés par la défense dans cette affaire. Mais nous l'avons dit, nous continuerons à le dire. Tant qu'il s'agit du droit de la procédure, Monsieur le Président, n'hésitez pas. Nous n'accepterons pas que entorse soit faite à la procédure. Les questions d'appréciation de faits peuvent varier, mais des principes généraux s'imposent et au tribunal et aux parties. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorable conseiller, j'espère ne pas faire 5 minutes, puisque la répétition n'est pas toujours pédagogique. Parfois elle est harassante, parfois elle est fatigante, et je sais que vous-même, vous êtes assez édifié par tout ce qui vient d'être dit, c'est pas la peine de répéter. Monsieur le Président, il y a un homme dans le box des accusés qui est étranger ou qui se sent étranger au débat, à tout ce qui se dit ici, à la question qui est soulevée. Parce que lui-même, Monsieur le Président, n'était pas au stade, était préoccupé par autre chose, mais il entend qu'il est poursuivi dans un premier temps pour assassinat et meurtre, complicité de viol, etc., blessure volontaire et tout ça. Et puis il a abasourdi d'apprendre que, eh bien, ceux qui le poursuivent pour ces infractions requièrent qu'il soit poursuivi désormais pour crime contre l'humanité. Alors, c'est Raphaël Haba. J'aurais aimé, puisque le ministère public dit que sa demande de requalification des faits repose sur les débats, ben, qu'il tire aussi les conséquences que dans les débats, c'est Raphaël Haba, rien n'a été dit quant à sa participation aux infractions, aux massacres qui sont reprochés aux accusés. Et qu'il tire les conséquences en disant tout simplement que eh ben, ce pauvre Raphaël Haba mérite d'être libéré. Monsieur le Président, par ailleurs, il faut comprendre le ministère public, il faut comprendre la partie civile.
le ministère public agit selon ses intérêts. Pas selon les intérêts de la défense, selon ses intérêts. Et moi-même, si j'étais ministère public, membre du ministère public, j'aurais fait comme le ministère public. Une infraction qui ne m'arrange pas, je ne poursuis pas, je réqualifie, je demande la réqualification. Mais seulement moi, peut-être que j'aurais fait au début. Pourquoi moi, si j'étais ministère public, j'aurais abondé dans le même sens? C'est parce que les infractions qui sont reprochées aux accusés ne tiennent pas. Je n'ai pas de preuve que C.C. Raphaël là-bas a commis des assassinats. Un assassinat ou a violé Estrastra. Je n'ai pas de preuve que Toumba aurait fait la même chose. Je n'ai pas de preuve que Tcheboro, par exemple, aussi aurait tué Estra. Je n'ai pas de preuve. Alors, continuez dans ce sens, mais je vais vers l'échec. Alors, pour moi, la seule façon de m'en sortir, c'est de réqualifier, de demander la réqualification des faits en crimes contre l'humanité. Vous savez, Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité, eh bien, là, ce qui est visé, ceux qui sont visés, ce sont les planificateurs, ce sont les concepteurs, ce sont les organisateurs. C'est ceux-là qui sont visés. Ah, vous voyez, au box, la plupart sont des complices. Bon, on les poursuit pour complicité. En premier lieu, le président Dadis et autres sont poursuivis pour complicité de ceci ou de cela. Or, quand vous prenez les crimes contre l'humanité, ils deviennent des accusés principaux. Le statut change. Ce n'est plus des complices, ce sont des acteurs principaux, des crimes qui sont reprochés. Mais à ce moment-là, Monsieur le Président, ben, tout change. Les débats changent. Parce que la défense s'est préparée dans le sens, pour certains en tout cas, que leurs clients sont poursuivis pour complicité. Avec les crimes contre l'humanité, ils voient leurs clients poursuivis comme acteurs principaux ou acteurs principaux. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même débat. On entre un peu dans les complications. Alors, donc, Monsieur le Président, le ministère public a peut-être ce moyen-là pour pouvoir mettre tout le monde dans toute cette chaîne de commandement comme acteurs principaux, mais par rapport aux infractions dont ils sont poursuivis présentement, elle n'a rien. Elle n'a pratiquement rien. Elle ne peut pas aussi aller dans le tout, si on peut dire comme ça. Alors, donc, on peut comprendre le ministère public, on peut comprendre la partie civile, dans ce sens. Et je voudrais, Monsieur le Président, rappeler que le ministère public a déclaré, je le cite, « Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici les accusés, des parties civiles, des témoins, Il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment des certificats médicaux ainsi que des prises de vue. Et par conséquent, le parquet a estimé qu'il y a nécessité de procéder à une réqualification des faits en crime contre l'humanité. Sauf que, comme on l'a dit avant moi, je ne veux pas vraiment répéter ce qui a été dit, il n'y a pas de faits nouveaux. Ce qui a été dit, c'est ce que nous avons lu dans les procès-verbaux. Ce qui a été vu dans les vidéos circulaient sur YouTube. Tout le monde voyait tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Alors, Monsieur le Président, puisqu'il n'y a rien de nouveau, il ne peut pas avoir de nouvelles charges. Et nous savons qu'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification. Or, les faits ont été exactement qualifiés. Les débats disent quoi? C'est vrai, il y a eu, d'après les débats, ce que nous avons entendu, la vérité c'est vous qui la direz, mais ce que nous avons entendu, c'est qu'il y a assassinat, il y a meurtre, il y a viol, il y a eu, c'est ce que nous avons entendu, je vais dire, dans les débats.
ce qui a été dit par les témoins et autres, c'est qu'il y a eu toutes ces infractions qui sont relevées par le ministère public. Alors, Monsieur le Président, on ne requalifie que ce qui n'est pas exact. On ne requalifie que si on s'est trompé. Est-ce que le ministère public veut dire qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il veut dire que Raphaël, si c'est Raphaël là-bas par exemple, n'a pas commis de meurtre, n'a pas commis tout ce qu'il est reproché, viol et tout ça, et que maintenant il souhaite changer de qualification? On ne requalifie que quand on s'est trompé, que lorsque la qualification pénale est erronée, lorsqu'elle est erronée, on ne qualifie pas parce qu'il faut requalifier. On ne requalifie pas parce que c'est beau de requalifier. C'est parce qu'il y a eu erreur, c'est parce qu'il y a eu... le ministère public s'est trompé. Mais il n'a pas dit qu'il s'est trompé. Il n'a pas dit, pardon, qu'il s'est trompé. Il n'a pas dit que... comment on appelle... la qualification retenue est une erreur. Non, il ne l'a pas dit. Le ministère public dit qu'à la lumière des débats. Et à la lumière des débats, les infractions qu'il poursuivait à l'origine sont ressorties à la lumière des débats. On n'a pas besoin d'aller requalifier autre chose. Donc je n'ai pas besoin d'entrer dans tout ce qui a été dit par mes excellents confrères qui ont parlé de rétroactivité, de tout ce que vous avez entendu, Monsieur le Président, et dont je m'associe. Alors, je voudrais terminer, Monsieur le Président, puisque le ministère public, vous savez, la réqualification en crime contre l'humanité, vous savez que c'est plus facile d'apporter la preuve quand on parle de crime contre l'humanité, quand on veut montrer que effectivement tout a été ordonné, et ça, que de démontrer que ceux qui sont dans le box ont pris une arme et tiré. Là où on n'a aucune preuve. Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous ai dit que je n'allais pas retarder parce qu'il n'y a pas à retarder vraiment sur cette question. Et donc, vous allez tout simplement rejeter la demande de réqualification des faits soulevée par le ministère public. Et en m'associant à mon excellent confrère qui m'a précédé, vous demandez de poursuivre les débats et vous-même, pour trancher la question, vous pouvez la trancher lorsque vous ferez votre délibéré à la fin de tout débat. Vous pourrez associer cette question à la fin du débat. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Il est difficile de prendre la parole après que mes éminents confrères aient suffisamment livré la position de la défense qui, dans ce procès, une fois de plus, fait preuve d'unanimité sur une question donnée. Monsieur le Président, à la lecture du réquisitoire aux fins de réqualification de Monsieur le procureur et des arguments développés par la défense, il se dégage, Monsieur le Président, deux courants, deux tendances, deux écoles qu'on peut qualifier de positivistes ou de négativistes. C'est la question de qualification ou de réqualification posée est une question d'école, c'est un cas d'école, Monsieur le Président. Le débat, il est fort intéressant. À un moment donné, on a eu l'impression qu'on était replongé dans les cours de droit élémentaire.
Monsieur le Président, en réalité, dans cette affaire, moi, je défends ici, avec d'autres confrères, le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara et M. Mamadou Ali Oketa. En réalité, à la lecture des réquisitions aux fins de réqualification des faits présentés par le parquet, nos deux clients ne sont pas concernés, Monsieur le Président. Ils ne sont pas concernés, il faut être honnête pour le dire, c'est le lieu et le moment. Bon, ce qui signifie que, en réalité, dans cette affaire, ils ont beaucoup de chances d'être libérés, parce que la barque dans laquelle le parquet souhaite qu'on s'embarque désormais est une barque qui n'est pas conçue pour eux, Monsieur le Président. Donc, on se serait tu et attendre le joute oratoire entre les deux camps et finalement voir de quel côté le vent va emporter. Mais il se trouve malheureusement que nos clients sont en détention au même titre que les autres, pour lesquels d'ailleurs nous n'avons cessé de clamer leur innocence. Donc nous ne pouvons pas rester sans prendre position, Monsieur le Président, dans cette affaire. Parce que si nous rentrons dans la réqualification, on retourne au point zéro. Et pendant ce temps, ils vont continuer à rester en prison, sans espoir d'être remis, même en liberté, en attendant la fin de la procédure. Donc nous avons intérêt à nous joindre aux autres pour mettre de côté la question, la problématique qui vient d'être posée, afin que nous puissions aller rapidement vers les confrontations et tout ce qui va s'en suivre, réquisition et plaidoirie, pour que nos clients soient situés sur leur sort et que nous, nos deux clients, soient libérés. Bon, je ne sais pas s'il faut remercier le procureur pour cela, parce que dans les réquisitions, nos clients n'ont pas été touchés, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'il n'y a pas de charge contre eux, une fois de plus. Monsieur le Président, dans cette affaire, je pense que c'est une question qui revient, mais qui a déjà été réglée. À votre place, ma décision aurait été la suivante. Vu l'arrêt numéro 06 du 25/6/2019, rendu par la Cour suprême de la République de Guinée, rejette la demande de réqualification, ordonne la continuation des débats. Telle aurait été, moi, personnellement, ma décision si j'étais à votre place, Monsieur le Président. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce dossier, nous l'avons tous obtenu pour le juger. Encore qu'en 2019, certains n'étaient pas là. Certains n'étaient pas dans ce dossier, Monsieur le Président. Je me fonde sur quoi pour le dire? Nous parlons de réqualification. Le parquet estime que la complicité qui a été retenue au cabinet d'instruction et qui a fait l'objet de débats ici, pour certaines catégories d'accusés, ne peut plus tenir et qu'il faille remonter un peu dans la catégorie des infractions relatives aux crimes contre l'humanité, tel que prévu par l'article 194, 198 et autres du Code pénal. Pour eux, Monsieur le Président, les faits qui ont été jusque-là présentés sont tout autres. Mais il se trouve
que cette question, Monsieur le Président, une fois de plus, a déjà été réglée. Cette question a déjà été complètement tranchée. On ne peut plus revenir sur cette question. Peut-être dans un autre dossier, oui, mais dans ce dossier, ce n'est plus possible. Monsieur le Président, je ne confonds pas la phase d'instruction à la phase de jugement. Mais quand un élément ou une question est posée pendant la phase de jugement, il se trouve que cette question a déjà été réglée définitivement, on ne peut plus revenir sur ça. Chose jugée, non-rétroactivité de la loi pénale, fait nouveau, fait ancien, c'est un débat doctrinal qui a tout son pesant d'or et qui est instructif. Nous avons beaucoup appris dans ce dossier, Monsieur le Président. Mais ce qui reste clair, comme l'eau de roche, Monsieur le Président, et qui fait que nous prenons position, c'est parce qu'il y a une décision de justice qui a déjà réglé cette affaire. Et pas de moindre. En effet, Monsieur le Président, le 25 juin 2019, la Cour suprême de la République de Guinée a rendu l'arrêt numéro 25 du 6, numéro 25, l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019, la Chambre pénale. La lecture sera fastidieuse, mais elle me paraît importante parce que tout se résume, pour moi personnellement, Monsieur le Président, tout se résume à cet arrêt. Tout le reste peut graviter autour. Mais pour moi, dans l'intérêt de mes deux clients, qui veulent voir enfin le bout du tunnel, Monsieur le Président, la question qui est posée, si nous devons donner notre position, nous nous fondons sur cet arrêt de la Cour suprême. Dans l'affaire opposant Mamadou Boboba à M. Cessé Raphaël Abba et 13 autres, poursuivis pour meurtre, assassinat, vol, pillage, torture, attentat à la pudeur et autres. Cet arrêt, excusez-moi Monsieur le Président, a été rendu par le président Seydou Keïta, M. Kamfouri Kaltamba, M. Tidjane Aïdara, Mme Souma Djenab Diallo, Mme Mariam Kamara, en présence de M. William Fernandez. Ils m'excuseront de les avoir cités, mais Monsieur le Président, c'est pour une question de transparence et de clarté. Ces hauts magistrats m'excuseront de les avoir cités. Mais ce sont des magistrats qui ont tout donné à ce pays. Ils ne peuvent pas prendre tout leur temps, examiner une question de fond en comble, avec tous les apesanteur, les tenants et les aboutissants, rendre une décision qui est insusceptible de tout recours en 2019 et que, comme par miracle, en 2024, que d'autres juristes se retrouvent dans une copieuse salle d'audience avec un dossier aussi simple que possible pour dire que désormais, ce que ces hauts magistrats ont décidé doit être sur la table pour être rediscuté, Monsieur le Président. Ce n'est pas possible. C'est comme si demain ou après-demain, la décision que vous rendez aujourd'hui, que d'autres viennent à votre suite et que possibilité soit donnée de discuter de ce que vous avez rendu en votre temps pendant que le peuple vous fait confiance. Ce jugement, cet arrêt est rendu au nom du peuple de Guinée par la plus haute juridiction du pays. Monsieur
Monsieur le Président, je salue ces hauts magistrats de passage pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. L'ensemble des accusés ici présents étaient partis à ce procès. Chaque matin, à l'ouverture du dossier ou à la reprise des audiences, nous apprenons c'est Raphaël Abba, Marcel Guilavogui, Moussa Tchebouro Kamara, Ablaï Chérif. Ce sont les mêmes personnes, c'est entre les mêmes partis. Les partis civils également. Et la partie qui est très intéressante, sans rentrer dans la lecture complète de l'arrêt, les confrères ici présents, pour lesquels j'ai beaucoup de déférence, mais qui tiennent coûte que coûte à ce que cette affaire soit considérée, que ces infractions soient considérées comme, comme le crime contre l'humanité, tel que prévu par les dispositions des articles 194 et 195 du Code pénal. C'était pourvu en cassation contre l'actuelle ordonnance de non-lieu de requalification et de non-lieu partiel qui a saisi votre juridiction de jugement, qui a été rendue par le pool de juges d'instruction. Monsieur le Président. Et l'unique branche d'ailleurs de leur moyen de cassation contre cette ordonnance de renvoi, ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel qui vous a saisi, c'est autour de cette ordonnance que les débats ont eu lieu, des débats très fructueux. Chacun de nous a une idée de quel côté le vent peut partir, le vent peut souffler. Monsieur le Président, l'unique branche portait sur l'article, les vues de la première branche du moyen tiré de la violation des articles 194 et 195 du Code pénal. Cet arrêt est une pièce du dossier. Bon, je ne sais pas si le parquet, en introduisant, bon, effectivement, ces nouvelles réquisitions, n'a pas cet arrêt, n'a pas lu cet arrêt, ou bien c'est une tentative où, Monsieur le Président, c'est voir si nous qui sommes de ce côté-là, nous ne pouvons pas voir entre les lignes, Monsieur le Président. C'est des grands magistrats pour lesquels j'ai également beaucoup de respect. Mais cet arrêt, c'est une pièce du dossier que le parquet ignore totalement pour vous saisir. Donc, la Cour suprême, dans sa composition que je viens de vous dévoiler, a indiqué, considérant que les articles disposent successivement que l'article 194 constitue un crime contre l'humanité, l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance des causes de cette attaque. Un meurtre, extermination, réduction à l'esclavage, déportation, transfert, empoisonnement, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Le point 8, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, éthique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international,
en corrélation avec tout acte visé dans le présent article ou tout crime de guerre ou de génocide. Disparition forcée de personnes, crime d'apartheid, autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Monsieur le Président, ce sont les dispositions, le contenu de l'article 194 qui traite des crimes contre l'humanité et qui ont fait l'objet d'un premier débat depuis 2019, avant nous ici, dans ce dossier. Cette question revient aujourd'hui parce que les réquisitions en fin de qualification sont essentiellement basées sur cette disposition, sauf erreur de ma part. Toujours dans le même arrêt, l'article 195, au sens du présent article, on entend par attaque lancée contre une population civile le comportement qui consiste en la commission de l'un des quelconques actes. Ces actes sont également énumérés. C'est un article qui est très long, condensé, Monsieur le Président. On parle d'extermination, on parle de réduction en esclavage, de déportation, de torture et tout ce qui s'ensuit. Le juge de la cassation a indiqué, parce que je vous précise que les confrères d'en face qui avaient saisi la Cour suprême et qui tenaient coûte que coûte avant aujourd'hui, et nous sommes en 2019, c'est-à-dire que cette question, c'est en fait ce qu'on a perdu avec la main droite, on veut coûte que coûte reprendre avec la main gauche. C'est-à-dire qu'on pense que, bon, voilà, c'est le lieu et le moment de tenter d'obtenir ce qu'on a perdu depuis le déclenchement des poursuites dans cette affaire. Et c'est votre tribunal qui est choisi pour atteindre cet objectif. Mais très malheureusement, c'est trop tard. C'est pour cette raison, à l'entame, Monsieur le Président, j'ai dit que si moi j'étais à la place du tribunal, cet arrêt règle définitivement cette question. Donc, Monsieur le Président, après un débat au niveau de la Cour suprême de la République de Guinée, qui est la plus haute juridiction de ce pays, qui statue en dernier sur les pourvois contre les décisions rendues en première instance en matière pénale, sociale, bref, administrative, judiciaire, Monsieur le Président, cette Cour a pris la position suivante, ou a adopté la position suivante. Qu'en statuant comme elle l'a fait, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction a violé les dispositions des articles 194 et 195 du Code pénal. Ça, c'était la position des demandeurs au pourvoi. Parce que même si vous prenez les réquisitions aux fins de requalification, Monsieur le Président, après l'identité des parties, le parquet commence par dire, vu l'ordonnance de renvoi numéro 007 du 29 décembre 2017 rendu par le pôle de juge d'instruction, le parquet prend soin de ne pas indiquer dans ses réquisitions, vu l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019. C'est pas mis. C'est sciemment fait. C'est une façon d'ignorer totalement cet arrêt avant d'ouvrir ce débat. Et dans la même conclusion, il est indiqué les réquisitions, vu les conclusions aux fins de requalification
du 29 mars 2023 des maîtres Amidou Bari, Tierno Souleymane Bari, Moumini Diallo et Mamadou Seydousso, avocat à la Cour Conseil des partis civils. C'est maintenant clair, Monsieur le Président, les mêmes qui en 2019 ont soulevé cette question jusqu'au débat de la Cour suprême, une décision est intervenue, ont attendu que le débat soit ouvert pour produire de nouvelles conclusions sur une question déjà réglée, mais que nous n'avons même pas considérée parce que, Monsieur le Président, votre juridiction a rendu plusieurs décisions ici. Nous connaissons un peu la nature. C'est des questions sur lesquelles vous ne tardez pas, Monsieur le Président. Donc ces conclusions-là, nous les avons en possession, mais pour nous, elles ne pouvaient pas être remorquées, cooptées, ou du moins prises en charge par le parquet jusqu'à en faire de nouvelles réquisitions aux fins de requalification. Parce que si ça ne tenait qu'aux écritures des confrères d'en face, la solution est encore beaucoup plus simple que lorsque ça vient du parquet, Monsieur le Président. Donc, il est désormais clair que le parquet s'est servi des conclusions et des débats qui auraient eu lieu. Mais malheureusement, ces débats n'ont rien donné tendant à requalifier les faits. Donc, dans l'arrêt de la Cour suprême, les magistrats ont indiqué que pour cette violation, l'arrêt attaqué doit encourir cassation et annulation. Considérant que les défendeurs n'ont pas répliqué aux mémoires ampliatives des partis civils, considérant que les crimes commis au stade du 28 septembre 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L98/036 et 037 du 31/12/1998, toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée. C'est la position de la Cour suprême.